Merci Emmanuel. C'est parti, l'enregistrement commence. Bah, Allons-y. effectivement, donc il y a encore peut-être encore quelques connexions, hein, on va démarrer. Alors, le sujet qui nous intéresse ce matin, effectivement, c'est de pouvoir trouver ses futurs collaborateurs. Donc, anticiper l'avenir de votre structure en détectant aujourd'hui les nouveaux talents, c'est un petit peu l'enjeu, bien évidemment, de beaucoup d'organisations, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Et évidemment, ce matin, ce qui nous intéresse, c'est la partie publique, hein, puisque c'est la quinzaine de l'emploi public. Et forcément, se pose une question toute naturelle qu'on retrouve quasiment sur toutes les lèvres ou dans toutes les têtes, hein, c'est mais où sont mes candidats? Et oui, où sont mes candidats? Et ça, c'est la grande question que beaucoup de structures, d'organisations se posent aujourd'hui, parce que malgré des besoins en recrutement, elles n'arrivent pas forcément, et peut-être vous n'arrivez pas non plus forcément toujours à trouver les candidats qui vous intéressent. Donc c'est sur cette dimension-là qu'on va démarrer, hein, et donc du coup, ça ne vous a certainement pas échappé, mais le monde change, hein, et on va voir effectivement que ce monde qui change, il a un certain nombre d'impacts forcément sur vos organisations, évidemment, hein, mais aussi sur la façon d'approcher les candidats en tant que recruteur. Donc du coup, ce monde qui change, est-ce que bah, vous aussi vous changez, votre organisation, votre structure change aussi, hein? Bon, c'est presque entendu entre nous, évidemment que si le monde change, votre organisation, votre structure, vous-même, vous changez. Et c'est vrai que ce monde qui change, c'est un monde bah, plus digital, plus mondial, hein. On est aujourd'hui effectivement dans un marché qui s'est largement élargi, puisque hier, quand je recrutais, j'avais possiblement, en tout cas, un marché qui était peut-être très localisé. Aujourd'hui, le terrain de jeu, il est quand même beaucoup plus important. Alors vous allez me dire: «Oui, mais nous, nous recrutons pour notre local, hein, notre terrain de jeu, il est très limité». Oui, mais pour le candidat, lui, le terrain de jeu, il est mondial. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on se retrouve dans une configuration où ce monde qui change, la mondialisation, la digitalisation, un monde plus réglementé aussi, hein, de plus en plus innovant, ou en tout cas à la recherche d'innovation, et puis un monde qui change aussi au regard des différentes transitions, qu'elles soient énergétiques, écologiques, et environnementales, et j'en passe, et des meilleurs. Bah, vous voyez tous ces mots-clés qui ont pour objet à un moment donné de se dire que bah oui, ça bouge, hein, ça bouge autour de nous, hein, et ce monde qui change, eh ben, il a forcément des impacts aussi sur l'activité de ma structure, mais aussi l'activité de recrutement. Du coup, les impacts pour moi aujourd'hui, organisation, structure, voire même individu, recruteur, c'est, j'ai envie de dire, presque des obligations, hein, j'allais dire des contraintes, c'est peut-être un peu négatif, mais en tout cas des obligations. Bah, c'est, avoir beaucoup plus de transparence, hein, dans ma communication, dans ma façon de fonctionner. C'est donner à voir, c'est ce que moi j'appelle donner à voir, hein. Ça permet, bah, comme ça aux candidats potentiellement en tout cas de mieux identifier, quelle est, ma structure, comment je procède, quels sont, les métiers pour lesquels effectivement je recrute. C'est aussi un impact direct, hein, sur alors les jeunes générations ou peut-être les moins jeunes, mais un monde plus nomade, hein, et bah, peut-être ce qui était proposé hier comme schéma par rapport à l'emploi a évolué, et bah, aujourd'hui, bouger, c'est le nomadisme, c'est pas forcément que géographique, hein. Le nomadisme, il est aussi au sein d'un métier, voire entre structures, hein, à un moment donné. C'est aussi se donner l'opportunité d'aller là où moi j'ai envie d'aller, hein, et c'est beaucoup plus aujourd'hui facilité que peut-être à une certaine époque, ou en tout cas c'est beaucoup plus inscrit aussi peut-être dans les gènes à un moment donné des collaborateurs ou des futurs collaborateurs.
Plus de flexibilité, donc de l'adaptabilité en permanence, parce que bah, ce monde qui évolue, il évolue très très vite, hein, et donc du coup, dans mon approche, ma façon de faire, mon organisation, mon travail, et j'en passe et des meilleurs, bah oui, il va falloir que je sois très flexible et il va falloir que je m'adapte à ce marché effectivement qui est en perpétuel mouvement, à ce monde qui change en permanence, et on sait que, on l'évoquait il y a 2 secondes sur la digitalisation, hein, du monde qui est autour de nous, le changement se fait très très vite. Un exemple comme celui bah, du confinement à un moment donné, il a fallu être très flexible, s'adapter à cette contrainte bah, qui s'imposait à nous, et donc du coup de pouvoir derrière, à un moment donné, pouvoir, je dirais, voilà, continuer à interagir, continuer à travailler tout simplement, et donc continuer aussi à recruter, à repérer de potentiels collaborateurs pour demain. Des métiers aussi qui évoluent, hein, et si on garde un petit peu cette ligne directrice de la digitalisation, bah, les métiers se sont digitalisés et de plus en plus. Regardez-nous aujourd'hui, il y a pas si longtemps que ça, où on aurait effectivement été dans un amphithéâtre et sur lequel on aurait été donc en présentiel, hein, et là aujourd'hui, on a la possibilité de mutualiser Nouvelle-Aquitaine, Centre Val de Loire, et de faire un événement commun grâce à ces outils. Et donc c'est une nouvelle compétence hein, qu'il faut avoir. Et on a des métiers forcément qui évoluent aussi, alors pas simplement dans la pratique hein, d'un outil, mais aussi bah, par exemple les métiers de la transition énergétique. Hein, on appelle ça le verdissement des métiers. C'est un terme peut-être un petit peu particulier, mais qui inclut toutes les nouvelles réglementations, toutes les nouvelles contraintes et les nouveaux objectifs qu'on se donne aussi par rapport à la dimension écologique et environnementale. Donc vous le voyez, ce monde qui change, il a aussi des impacts sur mon métier, sur mon activité, sur mon organisation, qui fait qu'à un moment donné, je ne peux pas me dire voilà, le monde change, mais il change à côté de moi. C'est pas possible. Hein. Et puis pour ceux peut-être qui ont des enfants, jeunes ou peut-être un peu moins jeunes, on le voit bien aussi dans leur rapport au monde, dans leur rapport à leur environnement, que bah, ça change et que du coup, ça a des impacts aussi dans leur vie au quotidien. Alors, vous aussi, bien évidemment, vous changez, hein, mais, au final, la vraie question qui nous intéresse par rapport au thème de ce matin, c'est de se dire: «Mais en fait, oui, bien évidemment que je change». Alors contraint et forcé quelquefois, hein, ou avec, effectivement de la bonne volonté, pour d'autres fois. Maintenant, est-ce que je le fais bien dans tous les domaines? Et le domaine qui nous intéresse ce matin, évidemment, c'est celui du recrutement hein, en particulier et tout spécifiquement celui, bien évidemment, de pouvoir aller chercher de potentiels collaborateurs pour demain. Alors, à l'externe ou à l'interne, hein, on est dans une dynamique globale hein, de recrutement. Et donc, souvent, moi, je pose cette question hein, à l'ensemble de mes interlocuteurs, à leur dire: «Mais en fait, OK, vous changez, c'est super, hein, ça change, votre métier, de votre environnement et cetera. Mais, typiquement, dans le domaine du recrutement, bah, c'est quand la dernière fois où vous êtes formé au recrutement?» Alors, quelquefois d'ailleurs, il y a même de très bonnes surprises, hein, de voir qu'il y a des j'ai des interlocuteurs qui n'ont jamais été formés au recrutement. Donc, c'est aussi cette dimension-là, c'est de se dire à un moment donné: «Mais au fait, au final, bah, recruter, tiens, mais c'est vrai, au fait, recruter, c'est peut-être un métier». Et oui, c'est un métier qui met en œuvre forcément des compétences, et ces compétences, comme, on vient de le voir dans bon nombre de métiers, bah, elles évoluent, hein. Elles évoluent au regard du marché, elles évoluent au regard, des candidats, et si bien qu'à un moment donné, bah, oui, forcément, bah, il faut que je me professionnalise, hein, et donc me professionnaliser, bah, c'est, continuer à acquérir des compétences ou en tout cas adapter mes compétences à ces évolutions, et rien que mieux que la formation pour pouvoir le faire. Donc, posez-vous cette question de vous dire: «Mais en fait, oui, le recrutement, une compétence, un métier, en fait,
Bah, j'ai souvent moi les interlocuteurs, qui pensent que c'est un peu comme le vélo, hein. Une fois qu'on en a fait un, bah, c'est tout bon maintenant, hein, il y a plus qu'à, et bah, non, en fait, le recrutement d'hier n'est pas le recrutement d'aujourd'hui et ne sera pas le recrutement de demain. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'on va voir que, et bah, il y a des choses qui évoluent, on va voir lesquelles et comment on peut aussi les aborder. Alors certes, il y a la voie de la formation, mais il y a aussi, le fait de pouvoir, illustrer au travers d'une action comme celle de ce matin, par exemple, pour pouvoir essayer de trouver, peut-être les bonnes portes d'entrée sur le sujet. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que, bah, la plupart du temps, on est quand même intimement persuadé que recruter, on sait faire, hein. Comme je vous le disais, c'est un petit peu comme, comme le vélo, bon concrètement, voilà, «Ah bah oui, recruter, bon, bah, c'est pas compliqué, hein, on reçoit les gens, on entretient et cetera». Bon, donc c'est assez simple, hein, au final. Bon, donc est-ce que vous en êtes vraiment si sûr? Vous l'aurez compris, hein, dans mon propos, non, non, c'est effectivement donc avant tout un métier et donc du coup, c'est peut-être pas si simple que ça et d'ailleurs peut-être que vous n'êtes pas forcément toujours à l'aise sur le sujet, hein et quand c'est comme ça, enfin je veux dire, faut aussi à un moment donné, mettre en exergue, moi qui fais cette activité depuis de très nombreuses années, je m'auto-forme, voire je me forme en permanence pour pouvoir justement toujours être en phase avec une réalité qui est celle du marché, hein, apparemment, à part entière, pardon. Du coup, quel type de recruteur êtes-vous, hein? Ça, c'est aussi typiquement la question qu'on peut se poser, pardon. Est-ce que vous êtes un pêcheur? Est-ce que vous êtes un chasseur? Ou est-ce que vous êtes un éleveur? Alors là, vous allez me dire, ouh là là là. Alors moi qui suis basé en centre Val-de-Loire, la Sologne, tout ça, vous vous dites, bon, oui, alors c'est peut-être ça, c'est peut-être la campagne, hein, non, pour autant, vous l'aurez compris, hein, alors, qu'est-ce que c'est qu'un recruteur pêcheur? Hein? Alors, comme on ne peut pas forcément interagir hormis par le chat, hein, je vais vous dévoiler un petit peu le sujet. Bah, imaginez-vous effectivement, quelqu'un qui, alors l'image est un peu osée, je vous l'accorde, hein, mais imaginez-vous à un moment donné, une personne qui, voilà, veut aller, pêcher du poisson, hein et donc, comment elle fait? Bon, bah, écoutez, elle va, à un moment donné repérer, un plan d'eau, dans lequel elle va aller, comme on dit, chez les pêcheurs, tremper la ligne, hein et voir si ça mord. Mais, au préalable, alors on peut passer une super après-midi ou une super journée, il fait beau, tout ça, on a la petite boisson qui va bien, qui est dans l'eau, qui est fraîche et cetera. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir effectivement ramener de quoi me substanter, pour le repas? C'est peut-être pas certain. En tout cas, il y a peut-être des conditions préalables et ces conditions préalables, c'est peut-être se dire: «Bah, déjà, est-ce que j'ai le bon matériel? Bon, est-ce que j'ai la bonne ligne?» et cetera. Mais peut-être même encore en amont, ça, hein, c'est quel type de poisson je veux pêcher. Et donc du coup, quand je vais commencer à m'interroger, c'est sûr que si moi je veux pêcher un poisson, par exemple, hein, d'eau de mer, c'est peut-être pas la peine que j'aille effectivement dans l'étang à côté de chez moi. Je risque effectivement de ne pas en trouver. Donc vous voyez que déjà, dans l'idée et à la fois, de la spécificité, hein, du marché dans lequel je vais me positionner, des outils que je vais utiliser pour le faire. Est-ce que j'ai le bon matériel? Est-ce que j'ai le bon appât? Hein? Est-ce que je suis, dans le bon étang? Est-ce que je suis au bon endroit dans l'étang? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où je peux effectivement peut-être repérer, les poissons que je cherche? Et puis un élément aussi, non négligeable, c'est, combien sommes-nous autour de cet étang? Hein, parce que si, nous sommes un, bon voilà, j'ai peut-être un peu plus de probabilité. Si nous sommes 2, nous sommes 10, nous sommes 50, nous sommes 100, bah là, du coup, selon la taille de l'étang, le nombre de poissons dans l'étang, ça va peut-être effectivement pas être simple. Et puis il y a un élément complémentaire aussi, encore une fois, par rapport à ça, c'est de se dire: «Mais, en fait, au final, y a-t-il suffisamment de poissons pour tout le monde dans cet étang?» Donc vous voyez que, si on fait, le parallèle, hein, et vous l'aurez compris, peut-être un petit peu osé, mais si on fait le parallèle, bah, le pêcheur, c'est effectivement, le recruteur pêcheur, pardon, bah, c'est celui, qui va passer son annonce, hein, et puis qui va attendre que le candidat morde à son annonce, qu'il réponde ou pas, hein. En tout cas, voilà,
Moi, j'ai lancé l'appât, puis on verra bien ce qui se passe. Maintenant, vous voyez, faites la transposition par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Donc ça, c'est le recruteur pêcheur. Alors le recruteur chasseur, lui, il s'est équipé, il a, éventuellement un gentil compagnon qui va l'aider à repérer, hein, les, le gibier, qu'il cherche effectivement à chasser et donc du coup, dans ces conditions-là, vous voyez, il va au-devant, hein, il va au-devant, il se fait aider par un professionnel et bah, s'il arrive effectivement à trouver, ça sera effectivement dans cette combinaison d'éléments. Alors après, encore une fois, hein, combien sommes-nous, chassés? Combien de temps faut-il, pour, dresser, un chien, à l'affût? Enfin et j'en passe, et des meilleurs. Alors je suis pas un spécialiste de la chasse, hein, le vocable m'échappe peut-être, mais vous voyez un peu l'image? C'est-à-dire que là, concrètement, je vais me faire aider à un moment donné et puis, on va retrouver, le recruteur éleveur, hein. Le recruteur éleveur, bah, c'est celui qui, bah, va anticiper, c'est-à-dire qu'il va, identifier, la typologie, la spécificité, hein, pour son élevage, qui, va repérer effectivement les points d'intérêt, qui va, à un moment donné, commencer à structurer un échange avec son élevage, va le faire grandir, va le faire évoluer et vous voyez progressivement l'image qui se dessine, c'est qu'à un moment donné, c'est, bah, les contacts que je vais pouvoir nouer avec, je sais pas, par exemple les écoles, ça va être les contacts que je vais pouvoir à un moment donné, initier avec, bah, avec, des jeunes diplômés qui sortiraient de leurs études via les réseaux sociaux, par exemple. Pour l'instant, j'ai pas forcément de besoin immédiat, hein, et c'est ça aussi la logique de l'éleveur, mais pour autant, je maintiens le contact, je fais grandir, je fais aussi progresser l'intérêt que j'ai, vis-à-vis d'eux et donc du coup, potentiellement, bah, au moment où j'ai besoin, voilà, j'ai déjà une première manne qui me permet, bah, peut-être de trouver mon bonheur et je dis bien à chaque fois peut-être parce qu'il y a aucune certitude et ça fait bien partie effectivement du recrutement, c'est qu'il n'y a aucune certitude malgré l'ensemble des actions que je peux mener, d'être bien certain que je vais pouvoir réussir. Pour autant, et ça vous l'aurez compris aussi, c'est que si jamais je ne fais rien, là c'est sûr, il va rien se passer. Hein. Et donc, on est bien dans une logique effectivement qui est une logique d'évolution, on l'évoquait tout à l'heure, hein, le monde change, mais moi aussi je dois changer, moi aussi je dois aussi aujourd'hui développer peut-être de nouvelles postures hein, pour pouvoir réussir. Et vous l'aurez compris, voilà, c'est vers ça qu'on va effectivement travailler ce matin. Donc une nouvelle posture pour réussir. Alors, avec, tout le bémol, vous l'aurez compris, c'est un titre un peu provocateur aussi, hein, mais ce qui est certain, c'est que, oui, je dois évoluer, oui, je dois aussi, changer. Alors, vous êtes, dans une caractéristique un peu particulière d'organisation du travail, hein, la fonction publique, alors je suis amené moi à travailler aussi bien avec du privé qu'avec du public, mais, dans l'idée, n'imaginez pas que les contraintes qui sont liées à votre organisation ne sont que les vôtres, hein, toute organisation a des contraintes et bah, on fait au mieux avec ces contraintes, bien évidemment. Donc il y a des choses qu'on va bien évidemment évoquer ensemble, hein, sur lequel, bah, vous ne pourrez peut-être pas tout appliquer dans l'absolu, mais il y aura peut-être des choses sur lesquelles vous pourrez prendre peut-être qu'un seul élément, hein, mais qui sera de toute façon un premier pas, hein. Et une nouvelle fois, c'est ce que je dis souvent à mes interlocuteurs, je leur dis: «Mais vous savez, évidemment, moi j'arrive un petit peu, avec, la grosse cavalerie, le sachant, voilà, et puis faites ci, faites comme ça et cetera». Bien évidemment que c'est pas du tout, l'enjeu ou ma posture. L'idée, c'est de vous donner aussi peut-être les domaines du possible et de vous donner l'opportunité de vous dire: «Bah tiens, bon, bah ça va être compliqué chez nous et cetera, mais par contre ce point-là, hein, je vais pouvoir effectivement l'utiliser et puis, voilà, un célèbre astronaute, hein, disait effectivement: «C'est un petit pas, mais ça reste effectivement un grand pas quand même dans l'absolu», hein, puisque, ben, des petits pas, plus des petits pas, bah, ça finit par faire un grand pas et bien évidemment, vous l'aurez compris, hein, c'est chaque action que
vous engagerez ou en tout cas que vous pourrez engager qui fera que vous évoluerez aussi et que les contraintes organisationnelles pourront évoluer aussi. Donc aujourd'hui, cette nouvelle posture, elle pourrait symboliquement, en tout cas, se caractériser par ces deux questions, hein, ces deux questions quand on rencontre à un moment donné ou quand on décide plutôt de recruter. Vous voyez, c'est hier, c'est pourquoi recruter ce candidat. Donc on se posait ce genre de questions, on disait bah, pourquoi celui-là. Voilà, bon, évidemment qu'on va continuer à se la poser, mais c'était la question première. Aujourd'hui, la question première, c'est plus celle-là. La première question qu'on se pose, c'est, en tout cas, c'est certain, c'est celle que se pose le candidat, c'est pourquoi venir travailler effectivement dans cette structure? Et donc forcément, vous devez vous poser cette question-là. C'est en quoi aujourd'hui, moi, je suis une organisation, une structure attractive pour les potentiels collaborateurs, que je pourrais toucher? Et là où hier, j'avais suffisamment de candidats, là où hier et si jamais ça redevenait comme ça, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous pourrez garder cette posture-là, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas le cas. Et du coup, pourquoi recruter ce candidat? Hein, c'était forcément la question qu'on se posait parce qu'on avait suffisamment de matière, hein, en termes de candidature. Aujourd'hui, si je ne me pose pas cette question de pourquoi venir travailler dans ma structure, c'est-à-dire réfléchir à quels sont mes atouts, in fine, hein, et est-ce que ces atouts sont toujours en phase avec les attentes des candidats, je risque de passer à côté des bons messages que je veux faire passer. Alors quand je dis des bons messages, forcément, à un moment donné, des bons messages qui seront entendus par les candidats, hein. Mettez-vous dans la posture où, ces messages-là, ils ne sont pas à destination, je dirais de mon organisation ou de ma structure, hein. Ils sont à destination d'un marché et sur ce marché, il y a des candidats et donc ces candidats, bah, quand ils vont voir ma communication, ils vont se dire, «Ouais, ça ah ouais, ça c'est intéressant, ah oui, ça me donne envie». Ou au contraire, c'est: «Ouh là là, non, ça me donne pas du tout envie et j'ai pas du tout envie de venir». Donc vous voyez? Donc à un moment donné, va falloir que je me pose cette question du pourquoi venir travailler, dans ma structure. Alors, évidemment, cette nouvelle posture, hein, et vous l'aurez compris, l'impérieuse nécessité aujourd'hui d'attirer les talents, hein, et ben, comme je vous le disais, il va falloir aussi être à l'écoute des candidats. Et être à l'écoute, c'est pas une posture facile, hein, et c'est pas une posture qu'on a tous adoptée en tant que recruteur, où on était plutôt effectivement dans une logique, voilà, monsieur, madame, le candidat, la candidate, dites-moi pourquoi je vous embaucherai, hein. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle posture, c'est de se dire: «Bon, alors aujourd'hui, non seulement il va falloir que je je les attire et pour les attirer, il va falloir que je les traite comme des clients». Alors je me suis longuement et bien évidemment, interrogé d'ailleurs avec Emmanuel et on s'est forcément posé la question si on gardait le mot client et puis je me suis dit: «Non» parce que la réalité c'est celle-là. Parce que sur un marché et ben, il y a des clients, hein, et le marché de l'emploi, beh, il y a des candidats et ces candidats aujourd'hui sont des clients. Parce que comme le marché est très ouvert, le marché est très propice justement aux candidats et ben oui, on est sur un marché concurrentiel. Et qui dit concurrence dit client. Et donc du coup, aujourd'hui, comment je vais traiter un client, hein, sur un marché, d'un point de vue global, eh ben, je vais effectivement essayer de répondre à ses attentes. Et pour pouvoir répondre à ces attentes, beh, il va falloir effectivement que j'adopte cette nouvelle posture de se dire: «En face de moi, je n'ai pas un candidat, j'ai un client». Alors évidemment, on va développer, hein, cette notion de client, hein, parce que, bah, aujourd'hui, pouvoir répondre à un certain nombre d'attentes du candidat, bah, c'est déjà de le considérer comme un client. Alors, cette nouvelle posture, donc je vous le disais, le candidat client, pourquoi? Bah, parce que, à un moment donné, comme je vous le disais, ce marché, il est réel, hein. C'est le marché du recrutement. Alors certains diraient le marché de l'emploi. Non, 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 le marché de recrutement. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, j'ai en face de moi des gens, certes, qui sont potentiellement, en tout cas, demandeurs d'emploi, mais j'ai aussi beaucoup de gens qui sont, en activité.
avec une réflexion sur leur évolution professionnelle, avec tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, avec le monde qui change, hein, le fameux poste à vie dans la même structure, hein, et on fait toute sa carrière dans la même entreprise. C'est aujourd'hui des concepts qui ont évolué, qui ont changé, hein, et qui, du coup, amènent peut-être un regard différent des candidats sur le travail qu'ils font à l'instant T. Et donc, du coup, se projeter peut-être demain, c'est envisager de quitter la structure où on est et aller voir ailleurs, hein, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, que ce soit intra-privé ou intra-public, hein, on est aussi dans cette démarche-là. Donc j'ai besoin, à un moment donné, effectivement, que les candidats m'identifient comme une structure potentielle qui pourrait les séduire, les accueillir, hein, pour travailler demain. Donc le risque, en tout cas, de ne pas effectivement considérer les candidats comme un client, c'est de ne pas recruter, hein, ou à défaut de recruter les mauvais candidats, hein. Donc oui, l'objectif, c'est, d'attirer les meilleurs. Alors quand je dis les meilleurs, au regard de mon besoin, hein, évidemment, hein, parce que le risque pour moi sinon, c'est, de ne pas avoir de candidats et du coup de ne pas recruter. Avec toutes les conséquences que ça va avoir derrière, hein, évidemment. Si j'arrive pas à recruter, donc j'ai des postes qui sont vacants. Ça veut dire que si je devais recruter, c'est qu'il y avait de l'activité. Si cette activité-là n'est pas faite parce que je n'ai pas recruté, ça veut dire que je la déverse ou je la reporte ou je la sur le reste de l'équipe qui effectivement elle-même peut se retrouver en difficulté, soit au regard de la charge, soit au regard du dégoût de se dire ah bah là là, on n'arrive pas à recruter, mais moi du coup je suis embêté, etc., etc., etc. Si bien que, à un moment donné, ça peut être l'effet papillon qui peut à un moment donné faire que j'ai un désengagement de mes collaborateurs, j'ai des collaborateurs qui peuvent partir, et j'en passe et des meilleurs. Donc vous voyez, c'est imbriqué par rapport à ça dans cette logique de marché. Heu, donc pourquoi effectivement, très clairement, un client? Parce que aussi, sans ressources humaines, je ne peux pas faire fonctionner effectivement ma structure, mon organisation, clairement. Ça veut dire qu'à un moment donné, heu, sans, heu, sans collaborateurs ou avec moins de collaborateurs dans mon équipe, forcément elle fonctionnera moins bien, comme je viens de le dire. Et puis, je vous le disais un petit peu en avance de phase tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je ne les considère pas comme des clients, donc pour les attirer, je dois bien évidemment à un moment donné, répondre au mieux, hein, à leurs attentes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors attention, avec toute mesure, sur le sujet, pardon, avec toute mesure sur le sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, répondre à leurs attentes, hein, c'est pas le, je dirais, c'est pas la liste au Père Noël, hein, soyons clairs. Hein, il y a un moment donné, mais moi forcément, si je veux interpeller des candidats, si je veux à un moment donné pouvoir les toucher, il faut que mon message aussi soit en phase avec leurs attentes. Si je suis en total décalage sur le message que je fais passer, forcément, je ne les toucherai pas. Et si je ne les touche pas, ils répondront pas, par exemple, à mon annonce, ou en tout cas, ils ne rentreront pas dans un processus de recrutement avec moi, parce qu'ils ne m'identifieront pas comme étant une structure, une organisation qui répond à ce que moi, aujourd'hui, j'ai envie, hein, dans ma vie professionnelle et dans le développement de ma carrière. Alors, voilà, vous avez une petite phrase de Richard Branson, effectivement, qui symbolise bien cette dimension. Alors, ça va être un petit peu violent et vous m'en excuserez par avance, hein, bien évidemment, hein, mais bon, félicitations, effectivement, vous voilà, devenu, commercial. C'est-à-dire que quand j'ai fait des études de ressources humaines ou quand je fais un job de ressources humaines et de recruteur, à aucun moment donné, on m'avait dit que j'allais devenir commercial. Eh bah, oui, mais attirer, des candidats, sur un marché, tout ça, c'est une terminologie, hein, vous l'aurez compris, qui, qui reprend bien évidemment, celui du commercial. Bah oui, je dois attirer, je dois aller chercher, je dois séduire, hein, et je vous ai fait un petit florilège, hein, de vocables, sur le sujet, vous voyez, promouvoir, convaincre, vendre, séduire, négocier, attirer.
concilier, et j'en passe, et des promouvoir bien évidemment, mais et fidéliser aussi, hein. Bah, tout ça en fait c'est un vocable, qui est un vocable spécifique, à l'activité commerciale, hein. Donc bah, oui, quand on a des services et des produits, on en fait la promotion, on en vend, il faut convaincre le client, il faut le séduire, il faut négocier les tarifs et cetera. Et même si, aujourd'hui peut-être un certain nombre de choses pour vous, ne je dirais ne se calquent pas à 100, hein, bon, typiquement, sur le salaire par exemple, bon peut-être n'avez-vous pas de marge de manœuvre pour pouvoir négocier, quoique, hein, ça m'arrive, je vous le disais, de travailler avec un certain nombre de structures du public. J'ai vu des structures publiques qui faisaient de la négociation, alors sur de la contractualisation, d'accord, hein, mais qui négociaient par exemple des rémunérations à la hausse au regard des besoins ou des exigences que pouvait avoir le candidat. Donc, en tout cas, vous voyez l'idée. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est que bah, pour pouvoir aller chercher ces candidats dont vous avez potentiellement besoin, et ben, il faut avoir cette nouvelle posture, donc de commercial, je le répète, ça fait mal, je sais, mais tant pis, parce que, beh, in fine, on met le doigt sur le sujet. Un marché concurrentiel où il faut convaincre, il faut promouvoir mes métiers, ma structure, il faut vendre effectivement le poste avec toutes les contraintes que j'ai, hein, ah bah non, la rémunération dans notre structure, nous, on peut pas la négocier, donc c'est barémé et cetera, donc il va falloir faire avec. Et donc du coup, si je peux pas jouer sur cette partie-là, sur quelle autre partie je peux jouer? Donc comment je peux attirer? Quels sont les atouts? Quels sont les mots-clés forts effectivement de mon organisation, de ma structure, du métier sur lequel je recrute, hein? Et pourquoi, en posant-nous la question tout à l'heure, hein, qui était évoquée, pourquoi viendrait-il travailler dans ma structure? Donc bon, je sais, c'est des fois un petit peu, contrariant de se dire que quand on fait effectivement le métier de RH, tout d'un coup, on devient communicant, on devient marketeur, on devient, commercial, hein, parce que, bah, oui, bah, parce que il faut aujourd'hui attirer, et que sous peine de ne pas pouvoir attirer, je mets entre guillemets «ma structure en danger». Alors je dis entre guillemets, évidemment dans les structures, publiques, peut-être pas à ce point-là, même si, tout ce que je disais tout à l'heure, reste vrai. Mais typiquement pour certaines structures privées, j'ai effectivement rencontré des organisations qui, au regard du non-changement de posture, hein, ont fini par mettre l'organisation en danger, et financièrement, ont fini par, soit vendre, être acheté, voire fermer, hein. Et la problématique n'était pas une problématique de gestion de clients, et cetera. Non, c'était une problématique de ressources humaines. Ils n'arrivaient pas à recruter. Alors, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, hein, vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez, ou à réagir, hein, moi je suis bien évidemment totalement ouvert à l'échange ou aux réactions, qui pourraient, voilà, vous animer à un moment donné, hein, donc n'hésitez pas, hein, encore une fois, je ne détiens pas le savoir, absolu, hein, je vous fais part effectivement simplement d'un certain nombre d'expériences. Du coup, la vraie question, qui va aussi, à un moment donné arriver, c'est, bon OK, très bien tout ça, mais en fait, vous là, monsieur Trousseau, vous êtes gentil, mais vous nous parlez de clients depuis tout à l'heure, mais en fait, au final, c'est qui ces clients? Parce que moi, je connaissais des candidats potentiels, et je connaissais peut-être le nom, hein, les candidats. Par contre, qui sont-ils? Quelles sont leurs attentes? C'est peut-être, effectivement pas aussi simple. Alors, on a un parti pris, qui était celui, à un moment donné, de se dire, bah, on peut faire peut-être un petit focus, sur ce qui sera demain. Je dirais plus de la moitié des collaborateurs de l'organisation, des structures et de l'entreprise au sens large du terme, hein, c'est effectivement, ces jeunes qui, rentrent sur le marché de l'emploi, et suite à des études qui, voilà, arrivent fraîchement moulues, hein, de leurs diverses formations, et qui du coup, bah, bousculent pas mal de choses, hein. Mais la première chose qu'elle bouscule, ces générations qui arrivent sur le marché, alors,
de mémoire, hein, puisque je ne m'étais pas noté le chiffre, mais de mémoire, d'ici 2030, hein, on est à entre 50 et 55%, donc vous voyez, un peu plus d'un sur deux, donc de ces jeunes générations qui feront partie des structures, hein, de tout type de structures publiques ou privées, hein. Donc c'est plus de la moitié des organisations et des structures qui seront et les postes qui seront occupés par ces jeunes générations. Alors, peut-être effectivement, le changement de posture, il commence aussi, hem, par les clichés qui ont la vue dure, hein. Alors, on a tous, hein, des exemples, voilà, du jeune, voilà, qui est allergique à l'autorité, hein, du jeune, qui se réveille pas le matin et puis on lui demande de faire quelque chose, hein, et puis voilà, il traîne un peu la savate, j'en passe et des meilleurs. Bon, et clairement, voilà, on est, sur une représentation, hein, et même si on a tous de très bons exemples, hein, pensons aussi, à nos enfants et cetera. Est-ce que, on se dit que, voilà, ils sont allergiques à l'autorité? Est-ce qu'ils sont fainéants? Est-ce qu'ils manquent d'ambition? Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre? Et j'en passe et des meilleurs. Bon, heu, essayons. Je dis bien essayons parce que rien de plus dur effectivement qu'une, qu'un cliché, hein, mais clairement, il va falloir aussi faire évoluer un petit peu nos préjugés et même et donner la chance. Vous voyez, je vais encore utiliser une terminologie qui est une terminologie commerciale, hein, laissons la, comme on dit quelquefois, laissons la chance au produit. Mais clairement, c'est de se dire à un moment donné, ben oui, certes, ils sont peut-être, différents, ils ont certainement un rapport différent au travail, à l'autorité et cetera. Mais est-ce que pour autant, est-ce qu'ils sont allergiques à l'autorité? Est-ce qu'ils sont fainéants et cetera? Non, c'est peut-être aussi, voilà, qu'est-ce que moi je donne à voir aujourd'hui, hein, sur, ce qu'on leur propose? Qu'est-ce que je donne à voir aussi sur, comment je les intègre? Qu'est-ce que je donne à voir aussi sur, la transparence qu'on évoquait tout à l'heure sur la possibilité d'évoluer? Avec bien évidemment ce qui les caractérise, hein, aujourd'hui. On le disait, ils sont arrivés, dans un monde, qui change très vite, qui évolue, hyper, connecté, hein, et donc là, je vous donne effectivement, 2 typologies, hein, socio-économiques, en tant que telles, sur le sujet. Mais vous le voyez, vous en avez certainement déjà entendu parler, la génération Y, la génération Z, hein, qu'on appelle aussi, les digital natives. Et on se retrouve, vous voyez, avec des caractéristiques, même si j'aime pas trop mettre à un moment donné dans les cases, ça donne à voir sur, des générations qui, bah oui, peuvent être impatients, peuvent être, et encore j'aurais dû le mettre entre guillemets, vous voyez, infidèle, mais infidèle au sens, mon intérêt. C'est-à-dire que, bah, je ne suis pas marié avec une structure, je ne suis pas marié avec une entreprise, je ne suis pas marié avec un métier, hein, et donc du coup, si j'ai envie de changer, je change. Et c'est cette notion d'infidélité, par exemple, qui peut des fois interpeller, bah, elle est aussi en lien avec l'évolution du monde qui nous entoure, hein, demain, alors peut-être pas effectivement dans vos organisations à vous, mais dans l'absolu, dans le monde du travail au sens large du terme, on n'hésite pas à se séparer d'un collaborateur quand il ne convient pas. Et ça aussi, ils l'ont vécu, au regard de leurs parents, hein, en particulier, qui, sont arrivés dans un monde un peu particulier, qui est celui, voilà, des crises, du chômage, le covid, j'en passe et des meilleurs, hein, et les guerres, hein, avec le conflit ukrainien, par exemple, mais il y en a bien d'autres, et qui font qu'à un moment donné, bah, leur vision, du monde n'est peut-être pas la même que la mienne, n'est peut-être pas la même que ceux qui décident aujourd'hui dans mon organisation. Et c'est aussi le chemin qu'il faut savoir faire, hein, à l'ensemble des acteurs à un moment donné dans le recrutement. C'est de voir que, bah oui, le monde change, l'approche change, les valeurs peuvent être toujours les mêmes, mais avec une vision peut-être différente, hein. Vous voyez, ils aiment créer, ils sont ambitieux, ils sont tournés vers l'avenir, et cetera. Ah oui, mais moi je trouve que les jeunes chez nous, dans mon équipe, ils sont pas très ambitieux. Ils sont peut-être pas ambitieux au regard de ce qu'ils font aujourd'hui, mais ils ont de l'ambition, malgré tout. Et c'est là aussi, il faut peut-être aller chercher, un petit peu plus loin que ce qu'ils pourraient montrer au regard de ma propre vision,
hein, et vous l'aurez compris, ben, ces potentiels clients-là, ben, il va falloir aussi que j'aille au-devant d'eux sur, ce qu'ils attendent, hein, d'une organisation, d'un travail, que je peux potentiellement effectivement leur proposer. La preuve en est, et symboliquement, je l'ai, représenté via un certain nombre de mots-clés qui ressortent très régulièrement, hein, dans toute la littérature sur le sujet. C'est que, ben, pour eux, voilà, comment ils jugent le monde de l'entreprise? Alors, voyez monde de l'entreprise au sens large du terme, hein, c'est, toute organisation, toute structure, hein, qu'ils appréhendent, bah, voilà, compliqué. Voilà, c'est un peu la jungle, c'est dur, c'est complexe, c'est difficile, ça peut être effrayant, ça représente, voilà, le monde du travail, c'est stressant, c'est la compétition, voyez? Donc, tous les mots qui sont là sont des mots qui ressortent effectivement régulièrement, jusqu'à, des choses comme cruel, requin, exigeant, sans pitié, voyez? C'est sauvage, donc vous voyez, c'est quand même des choses qui sont interpellantes quand même, hein, alors, est-ce que c'est la dure réalité? Peut-être, hein, in fine, symboliquement en tout cas dans le choix des mots, hein, s'il n'est pas noté par exemple, voilà, l'opportunité, d'apprendre des nouvelles choses, l'opportunité d'évoluer. Donc, il y a quand même une appréhension aussi qui fait que, bah, le monde du travail, au regard des organisations du travail, peuvent aussi faire peur et que, je pense que dans le côté attractif du sujet, c'est aussi se rendre, je dirais, plus séduisant pour montrer que, bah, oui, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, soyons clairs. Ah, là, j'aurais pas dû dire bisounours parce que sinon j'en fais la publicité, mais c'est effectivement pas un monde non plus sans pitié, hein. C'est un monde dans lequel on est dans une organisation sociale particulière, que celle du travail, contractuelle, hein, à part entière, mais sur lequel, bah, il y a la possibilité de faire de très belles choses, de pouvoir évoluer, de pouvoir travailler sur des beaux projets, enfin, et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est aussi ça, à un moment donné, qu'il va falloir peut-être aussi, montrer, comme visage, hein, du travail et de l'organisation dans laquelle, ça se fait. D'autant plus, et ça vous l'avez certainement déjà entendu, hein, d'autant plus que, bah, oui, hein, ils veulent effectivement un métier qui fait sens à leurs yeux, hein. Mais j'ai envie de vous dire, qui ne le ferait pas? Enfin, qui n'aurait pas cette vision-là? Qui n'aurait pas cette recherche? Hein, et on peut avoir 30, 40, 50, ou même 60 ans selon, quand nous partirons à la retraite. Mais l'idée, c'est que, bah oui, donner du sens, à un moment donné, à ce que l'on fait. On passe, 8 heures, 9 heures, 10 heures, des fois plus pour d'autres, heu, dans cette activité qui est cette activité professionnelle. Si c'est juste pour se dire: «Bah, je vais satisfaire, voilà, mes besoins primaires», voilà, payer le loyer, payer, aller faire les courses, payer les études des enfants ou je ne sais quoi encore, c'est peut-être effectivement très limité, surtout en termes de motivation et d'engagement. Alors qu'on souhaite aujourd'hui, au regard de l'évolution du monde qu'est le nôtre, encore plus des gens engagés, motivés, et puis, il y a quand même une dimension aussi de prise de plaisir à un moment donné aussi dans le travail. Et donner du sens, faire sens effectivement, dans le travail, c'est aussi, à un moment donné, pouvoir y prendre du plaisir. Si c'est une contrainte, si c'est complexe, si c'est difficile, si c'est, je sais plus ce qu'on avait dit, si c'est compétitif, si c'est la jungle, enfin j'en passe à des meilleurs comme il le citait en termes de mots-clés, à un moment donné, bah, oui, on peut comprendre qu'ils ne soient pas hyper motivés à se lever le matin pour aller bosser. On peut comprendre que, c'est plus compliqué pour eux, de trouver de l'intérêt, dans un job ou dans une organisation pour pouvoir répondre à ce qu'eux, à un moment donné, peuvent développer. Donc, oui, hein, intérêt du poste et le fait qu'il soit stimulant, ambiance et bien-être au travail. Évidemment, on parle de plus en plus de qualité de vie au travail. Oui, oui, et pas parce que, on y passe 8 heures, 9 heures, 10 heures, et qu'à un moment donné, bah, oui, c'est le travail et l'environnement. C'est de se dire: «Les gens avec qui je travaille, si ça pouvait bien se passer, ça serait quand même pas mal», les conditions dans lesquelles je vais exercer mon activité de la même façon.
hein, et bien évidemment un travail en phase avec ses valeurs et c'est de plus en plus prégnant. On le voit bien au regard effectivement, par exemple, de la RSE, hein, responsabilité sociétale des entreprises, des engagements sociétaux que peuvent avoir les organisations diverses et variées, hein, et ben oui, oui, aujourd'hui, puisque le marché le permet, mais même si le marché le permettait un peu moins, il n'empêche que, voilà, il y a une recherche aussi, de valeurs sociétales. Une entreprise, moi par exemple, j'en ai vu, typiquement dans l'armement, hein, des candidats qui, non, 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 je ne postulerai pas dans l'armement. Je ne m'engagerai pas, militairement et j'en passe et des meilleurs parce que ça ne correspond pas aux valeurs, effectivement, sociétales que je veux partager. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le sujet, hein, vous l'aurez compris. C'est juste qu'à un moment donné, c'est, heu, à la fois, bien évidemment travailler sur, ses valeurs, hein, pour pouvoir montrer que oui, on fait partie de ces entreprises, ou de ces organisations qui s'engagent en termes de valeurs et heu et même effectivement, à un moment donné, dans le choix de ce qu'on va mettre en avant, c'est pouvoir, aussi peut-être casser, parce qu'on parlait des préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis des candidats, mais les candidats ont aussi des préjugés vis-à-vis, des organisations du travail et ils ont des représentations, hein, et de fait, c'est aussi peut-être, casser aussi ces représentations qu'ils peuvent avoir. Heu, on a l'occasion de voir très régulièrement de grandes campagnes de communication, par exemple du ministère des Armées, que ce soit, l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine, hein, et de voir ou la gendarmerie d'ailleurs, mais et de voir à un moment donné que, bah, oui, on fait passer d'autres messages. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement, effectivement, là pour, faire ça ou ça. On voit des messages différenciés qui passent, qui à un moment donné ont pour objet aussi de dire: «Mais, heu, ne pensez pas que l'armée c'est, voilà, c'est juste, aller, tirer sur des gens ou je ne sais quoi». Non, c'est autre chose. Donc c'est aussi ça qui est important, hein, de pouvoir, faire passer peut-être d'autres messages pour que ça impacte aussi les valeurs, de ces générations et de ces futurs collaborateurs, hein, sachant que vous l'aurez compris, ça reste une génération, ça reste des générations plutôt exigeantes. Bon, alors ça, je vous ai mis quelques florilèges, hein, bah oui, les sujets, l'équilibre vie pro, vie perso, heu, les, entreprises, voilà, porteuses de valeurs ou les organisations porteuses de valeurs, la possibilité, c'est le côté impatience d'évoluer rapidement. Bon, je vous fais pas la lecture, vous l'aurez compris, mais si tiens, peut-être une dimension complémentaire, la dimension managériale. Hein, aujourd'hui, bah oui, il y a une vraie attente, d'un manager coach. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est un développeur de compétences, quelqu'un qui m'aide, qui m'accompagne. Moi, je veux pas un chef. Alors évidemment, hein, au-delà du titre, hein, mais c'est dans la façon de faire, hein, c'est fait partie de ces générations qui, veulent être accompagnées, mais qui veulent pas avoir, un donneur d'ordre, hein. C'est: «Tu fais ça», ouais, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle la génération Y la génération Y, hein, par exemple, hein, le fameux «pourquoi?». Bah, tu me demandes de faire ça, mais pourquoi? Mais tu non, je suis moi le chef, je te dis: «Tu fais», puis tu fais. Ouais, et c'est là où ça va plus coller effectivement en termes de valeurs et en termes d'attente. Bon, quelques éléments complémentaires, vous le voyez, hein, l'impact sur les valeurs, ben, le travail, c'est un moyen de s'accomplir, hein, personnellement. La relation à l'entreprise, elle est, utilitaire, sans affect, hein, voilà, c'est pas, quand, j'écoutais, mon grand-père parler de l'entreprise où il travaillait, voilà, c'était sa famille, hein, c'était sa deuxième famille. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein, donc on n'est plus dans cette logique-là. Donc voilà, c'est le métier, hein, et pas l'entreprise. C'est, le donnant-donnant. C'est OK, moi je t'apporte quelque chose, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Et le «qu'est-ce que tu me donnes en retour?» il touche bien évidemment tout ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes d'attente, hein, et cetera. Et puis, la mobilité, voilà, c'est perçu comme une opportunité et non comme une contrainte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'organisations, de structures, c'est voilà, faut bouger très régulièrement, hein, bah, oui, mais non, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Bouger pour bouger, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, bah, tiens, j'aimerais bien aller faire ci, j'aimerais bien aller faire ça. C'est à tel endroit. Là, effectivement, ça devient intéressant et là, j'y vais.
hein, et c'est pas que géographique, hein, cette mobilité, vous l'aurez compris, elle est aussi professionnelle. Donc du coup, ça marche dans les 2 sens. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil, hein, sur ces nouvelles générations qui feront la part belle, hein, dans les entreprises, de demain et dans les organisations et les structures comme les vôtres de demain. Hein, parce que, même si on ne se l'est pas suffisamment dit peut-être, hein, et peut-être que vous l'avez entendu et si c'est le cas tant mieux, mais emploi public, emploi privé, même combat, hein, soyons clairs, hein. On est exactement sur les mêmes postures, le même marché et les mêmes contraintes, hein, avec des variables, certes, hein, qui peuvent être différentes en fonction des organisations, mais pour autant, c'est même combat. C'est-à-dire que le marché, il est le même pour tous et la posture, elle doit effectivement être adoptée de la même façon par le privé comme par le public. Des questions? Je vois rien dans le chat pour l'instant, Emmanuel. Pas de réaction. Ça y est, je les ai tous endormis, je les ai tous perdus. Ben, pas de questions, Yves, donc pas de questions à vous relancer, mais je suis sûre beaucoup d'attention. N'hésitez pas, Bon, on vous le redit, à vraiment à réagir. Bon, voilà, si vous êtes d'accord, si ça vous soulève d'autres questions, si ça fait écho à votre expérience terrain, justement. Et voilà, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir partager et d'être tous se connecter autour de ce sujet. Bon, alors, on nous dit que c'est très intéressant, Yves, vous ne les avez pas endormis. bon ben merci, merci en tout cas, c'est déjà ça. Hein, parce que le En tout lundi cas, vraiment, n'hésitez pas, hein. ouais, ouais, n'hésitez pas. En tout cas, bon voilà, le lundi matin, ça peut des fois effectivement être un petit peu complexe, hein, d'avoir une attention complète. Alors, bah, écoutez, on poursuit, hein, et donc encore On une fois, continue. ouais, n'hésitez pas à poser des questions ou à interagir, évidemment, ou à faire, comme le disait très bien Emmanuel, un partage. Alors, on a Alors, une Jean-Christophe. question, et justement, Yves. Alors, Jean-Christophe nous dit, donc les RH ne sont peut-être pas toujours les mieux placés pour parler des valeurs. À quel point le responsable hiérarchique, les collaborateurs doivent être impliqués dans le recrutement? Oui, ah bah, très bonne question, effectivement, Jean-Christophe. Hein, ça fait partie des grands sujets sur lesquels, vous l'aurez compris, voilà, je bataille régulièrement. Je dis souvent, alors évidemment, ça n'engage que moi, mais je dis souvent, voilà, le premier RH de l'entreprise, ben, en fait, c'est pas le responsable RH ou le DRH, hein. Le premier RH de l'entreprise, c'est le manager opérationnel, c'est-à-dire que celui qui est sur le terrain et qui au quotidien est avec son équipe. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire que bien évidemment, dans le partage des valeurs, et les échanges qu'il a avec ses collaborateurs, il est aussi porteur de ces éléments-là. Et quand il est impliqué, parce qu'il l'est forcément, hein, dans la phase de recrutement, s'il y a des entretiens, et j'en passe et des meilleurs, bah, lui déjà aussi, ça serait bien de le professionnaliser, hein, même s'il n'en a pas conscience, c'est lui le premier porteur du sujet. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que bah, premier RH de l'entreprise ou de l'organisation ou de la structure, hein, vous l'aurez compris, j'utilise le sens entreprise au sens large du terme. Premier RH effectivement de l'organisation, bah, parce que c'est lui qui fait les entretiens, c'est lui qui, alors pas que dans le recrutement, hein, mais c'est lui qui est au quotidien en contact avec la ressource humaine avec des grandes guillemets que sont les collaborateurs et, euh, et les problèmes qu'il rencontre au quotidien sont avant tout des problèmes RH. Et donc du coup, oui, oui, forcément, Jean-Christophe, le partage, la professionnalisation, touche tous les maillons de la chaîne, que ça soit au niveau hiérarchique. Et moi, je rencontre souvent effectivement des chefs d'entreprise qui, la RH, c'est la RH. Je vais être un peu caricatural dans mon propos, mais c'est la RH de papa, quoi. C'est-à-dire que bah, les gens, ils devraient être contents. Ils ont un contrat, ils ont un salaire, l'argent tombe à la fin du mois. Hein, de quoi ils se plaignent, franchement. Et puis ça fait partie de ces entreprises qui, à un moment donné, bah oui, ont du mal à recruter, ont du mal à fidéliser, ont un turnover important.
Et forcément, si à l'étage du dessus, ça véhicule ce genre de message, vous imaginez bien qu'au niveau du management de proximité, on va retrouver, à des degrés très différents peut-être, mais on va retrouver des messages qui peuvent être similaires. Donc oui, la sensibilisation de tous les étages, hein, que ça soit au niveau hiérarchique, à l'étage du dessus, que ça soit au niveau opérationnel, oui, la RH in fine devrait être un, un support, un expert qui apporte justement une expertise technique sur des sujets un peu complexes, un peu techniques sur le fond, enfin très techniques sur le fond, mais qui apporterait effectivement cet éclairage d'expert plutôt que de gérer au quotidien effectivement les problématiques qui sont rencontrées par le terrain et de les gérer en direct. On le voit souvent, par exemple, sur, je sais pas moi, des entretiens annuels ou sur les entretiens professionnels, etc. Où ah bah non, bah c'est la RH qui va les faire. Bah non, non, la RH, je vois pas ce qu'elle va faire effectivement dans cette affaire-là, hein. C'est le job du manager pour le coup. Et ça, au moment de la réforme de la formation, par exemple, avec la mise en place des entretiens pro, on s'est retrouvé en difficulté de savoir qui devait le faire. Mais il était évident que ça devait être le manager de proximité, avec l'appui de la RH, encore une fois, hein, en mode expert. Donc oui, oui, impliqué dans le recrutement, évidemment. Donc je reviens effectivement sur notre sujet. Merci Jean-Christophe pour cette question et j'espère que cette réponse effectivement était bien la réponse à votre question. Euh, du coup, bah, bon, on a posé un peu le débat, vous l'aurez compris. On s'est dit, bon, bah, ok, la RH a un petit peu, effectivement, de travail à faire sur son changement de posture, etc. Mais bon, concrètement, là, tout ça, c'est bien, mais comment aujourd'hui je peux attirer, moi, les candidats au sein de ma structure? Alors, hein, vous l'aurez compris, je vais vous proposer tout un panel à un moment donné d'opportunités, de faire évoluer un peu vos pratiques. Encore une fois, hein, c'est ce que vous en ferez. Et au niveau où vous le ferez, que ça prendra effectivement, ça prendra tournure. Donc, encore une fois, on est sur un panel assez large. Donc, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes devenus commerciaux, hein, puisque vous allez vendre, porter un certain nombre de choses pour pouvoir séduire, mais vous êtes aussi effectivement arrivé, vous êtes devenu marketeur aussi, hein, sachez-le. Donc voilà, vous voilà devenu aussi marketeur. Donc, vous voyez comme quoi, hein, faire des études RH, bah, ça va plus suffire, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, dans dans les formations en RH, il y a de plus en plus de marketing, il y a de plus en plus de com, et il y a de plus en plus aussi de prémices un petit peu de comment attirer, comment séduire aussi les collaborateurs. Donc les codes du marketing, aujourd'hui, très clairement, hein, répondent aux enjeux RH et des recruteurs, c'est-à-dire trouver des talents et les garder, hein. Et donc du coup, on ne va pas réinventer l'eau chaude à un moment donné, on va aller sur des choses qui sont connues et des choses qui sont largement, je dis bien largement, usitées, hein, dans le monde de l'entreprise via le marketing. Alors, quand je parle de ça, évidemment, je vous parle de quoi? Je vous parle de l'expérience candidat, par exemple, hein. Clairement, l'expérience candidat est au cœur de votre attractivité parce que, bah, cette expérience candidat, c'est ce qui va aujourd'hui par l'hyper, numérisation et digitalisation aujourd'hui des relations qui existent, qui existent autour de nous, c'est, et ben, oui, aujourd'hui, je vais, manifester, mon émotion, ma perception, mes opinions, hein, à un moment donné en tant que candidat sur l'entreprise, sur l'organisation, sur mon hiérarchique, sur le métier que je fais, et j'en passe et des meilleurs. Alors oui, on est sur un champ, bien évidemment, qui est un champ très personnel, on est sur un champ sensitif, hein, vous voyez, émotion, perception, opinion, ressenti, hein, etc. Pour autant, clairement, c'est ce qui va déterminer à un moment donné aussi l'envie ou pas de travailler dans votre structure. Et en plus, ça va avoir ce phénomène que vous connaissez bien, hein. Je pense que voilà, les médias sociaux sont bien placés aujourd'hui pour illustrer ces propos-là. C'est qu'à un moment donné, bah oui, moi, quand
et ça va vous faire bondir, mais c'est pas grave, encore une fois, c'est un peu mode provocation, mais moi, quand je vais choisir un hôtel, choisir une location d'été ou un restaurant, ben, je vais regarder les avis des utilisateurs. Et comme aujourd'hui, cette notion effectivement d'avis a été largement élargie, hein, à l'ensemble de toutes les activités, y compris l'activité professionnelle, eh ben oui, oui, les candidats regardent les avis sur votre entreprise, votre structure, votre organisation, voire ils vont même chercher effectivement de l'information sur vous. Et ils se construisent, ils se structurent, hein, un avis, une opinion, un ressenti. Et donc du coup, cette expérience candidat, ben, elle va forcément à un moment donné avoir de l'impact aussi sur le nombre de candidatures que je vais avoir à un moment donné quand je vais passer une offre ou quand je vais mettre un process de recrutement en place, hein. Et vous l'aurez compris, c'est-à-dire que en fait, ces émotions, ces perceptions, ces opinions, ce ressenti, hein, il va être aussi structuré à partir de l'échange que je vais avoir. Alors l'échange, il n'est pas forcément physique, hein, il n'est pas forcément oral, il peut être juste numérique de l'échange que je vais avoir avec vous. Donc, très important de construire aussi, hein, et d'être vigilant sur l'expérience que je vais proposer à un moment donné au candidat. Parce que même si, in fine, je ne vais pas recruter la personne, dans l'absolu, hein, il n'empêche qu'il ressortira peut-être avec une expérience candidat positive qu'il communiquera. Et c'est ce qui contribuera à un moment donné à ce que vous avez certainement hein, déjà peut-être rencontré, ou en termes de terminologie, je veux dire, c'est ce qu'on appelle la marque employeur, hein. La marque employeur, c'est quel employeur êtes-vous? Et l'expérience candidat contribue à la structuration de votre marque employeur. Et donc, du coup, quel employeur je suis? Ben, c'est tout ce qui a structuré à un moment donné, c'est ce que je suis vraiment, hein, et donc, du coup, qui est communiqué. C'est ce que moi je dis effectivement de mon organisation. C'est ce que disent aussi les collaborateurs. Et puis, il y a l'image effectivement que le public se fait de mon organisation, avec tous les préjugés, les représentations qu'on va avoir, etc., etc. Donc, tout ça, à un moment donné, va construire ce qu'on appelle la marque employeur de Mastre. Alors, bien sûr, sur la dimension employeur, hein, on est bien d'accord, hein, on est bien sur cette dimension employeur et qui va traduire à un moment donné l'employeur que je suis. Alors, plus j'aurai une marque employeur positive et plus j'aurai de chance à un moment donné d'envoyer le bon message à mes potentiels candidats, hein. Et plus je vais avoir une marque employeur qui va être dégradée, et plus ça va être compliqué, bien évidemment, d'attirer les candidats. Donc, vous voyez que là, alors, évidemment, hein, c'est pas que vous, RH, qui êtes à la main sur le sujet, hein, vous l'aurez bien compris. Mais déjà, moi, à mon niveau, en tant que RH, qu'est-ce que je fais sur ce sujet-là? Qu'est-ce que je véhicule comme information? Qu'est-ce que j'apporte comme éclairage sur l'employeur que je suis? Et, euh, et c'est non négligeable, hein, parce que je pense toujours à cet exemple d'une entreprise qui me dit ah bah Yves, on a bien bossé là sur la marque employeur. Typiquement, on a fait des vidéos métiers. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a fait des vidéos métiers. Ah bah super, etc. Et la RH très contente me fait voir les vidéos. Et elle voit à ma tête qu'il y a un truc qui coince. Bon, alors je ne sais pas si je suis capable de cacher mes émotions, mais en tout état de cause, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Bah, je dis moi super, hein, très belle vidéo, etc. Je dis il y a juste un petit souci, c'est que à quel moment vous parlez du métier? Et là, elle me regarde, elle me dit comment ça? Ben, je dis regardez, en fait, vous parlez de vos produits, vous parlez de votre service, de vos services, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais en fait, cette vidéo ne parle pas du métier sur lequel vous recrutez. Et pourtant, le monsieur qui avait été filmé exerce ce métier. Et l'objectif, c'était ça. Et en fait, le fond de l'affaire, c'est que c'est la communication qui s'était emparée du dossier. Et elle a fait en fait un outil promotionnel, non pas des métiers, mais un outil promotionnel des produits. Alors que c'était pas du tout l'objet. Et vous voyez, c'est ça l'hiatus à un moment donné. À un moment donné, c'est la dimension employeur. C'est quel employeur je suis, qu'est-ce que je propose versus employeur. Pas versus entreprise. Moi, l'entreprise que vous êtes, elle va contribuer bien évidemment, mais c'est pas mon job, c'est pas ma main, c'est la com, c'est les différentes instances qui vont décider de la communication qu'on va faire sur la dimension entreprise. Mais par contre, l'employeur que je suis, ça effectivement, c'est à ma main. Et il faut bien avoir ça en tête.
Et du coup, l'expérience candidat va y contribuer, puisque ce que je vais vivre avec vous tout au long d'un process de recrutement, par exemple, va alimenter soit quelque chose de positif, soit quelque chose effectivement qui va être plus dégradé. Alors, quelques exemples effectivement qui vont, et on va les développer, mais qui vont représenter aussi les points de contact que je vais avoir avec les candidats et qui vont générer effectivement cette expérience candidat. Ça va être mes offres, ça va être effectivement ma prise de parole sur les réseaux, ça va être tout ce qui est collectif, forum, salon et j'en passe et des meilleurs. Donc on va effectivement les regarder ensemble et vous allez voir que encore une fois, hein, je peux faire des choses, peut-être d'autres un peu moins, mais en tout état de cause, le domaine du possible existe. Souvent, moi, ce que j'entends, c'est qu'on me dit, ouais, vous savez, la marge de manœuvre est très limitée, on ne peut pas faire grand-chose. Par exemple, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, par exemple sur une offre d'emploi, voilà, on n'a pas la main, on ne peut pas faire grand-chose, etc. Certes, entre pas avoir la main et faire une liste de courses, hein, ou la liste au Père Noël à la Prévert, vous ferez ci, vous ferez ça, tatati, et j'en ai 3 pages avec la même chose effectivement pour le profil. Bah, clairement, quand on sait effectivement qu'un candidat, il met à peu près 22 secondes pour lire une annonce, hein, parce que souvent on dit ah bah les recruteurs ils mettent une trentaine de secondes à lire un CV, le candidat, lui, met 22 secondes en moyenne, effectivement, pour lire une offre. Donc, il va falloir quand même être un peu percutant, hein, et il va falloir peut-être mettre en exergue peut-être des messages clés qui permettront, voilà, de lui donner envie de lire la suite. Vous voyez, c'est pas de lire toute l'offre, non, c'est qu'est-ce qui va l'accrocher à un moment donné pour pouvoir lire la suite. Alors, hein, restez bien assis, hein, bien évidemment, parce que ce que je vais vous proposer va aussi vous faire comment je pourrais dire, hein, vous faire halluciner, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, effectivement. Encore une fois, on est dans le domaine du possible. Donc, vous l'aurez compris, est-ce qu'aujourd'hui, et ça c'est une question que je pose systématiquement à mes interlocuteurs, de leur dire, mais au fait, vos offres d'emploi aujourd'hui, est-ce qu'elles donnent envie, hein, de vous rejoindre? Quand vous lisez en toute objectivité votre offre d'emploi, est-ce que vous avez envie d'y postuler? Clairement. Alors sachez quand même que, alors je vous demanderai pas de répondre, mais ça serait intéressant de faire un petit vote comme ça pour savoir si vous avez envie d'y répondre. Mais, clairement, moi je le pose toujours à mes intervenants en disant: «Mais et vous, votre offre objectivement, hein, vous avez envie d'y répondre?» Et j'ai quand même plus de la moitié qui me disent: «Non, en toute objectivité, non. Non, j'ai pas envie d'y répondre, ça me donne pas envie, hein. Franchement, j'ai l'impression de rentrer, là dans une structure, où, je vais m'enterrer, parce que l'offre n'est pas séduisante». Donc évidemment, encore une fois, et je le sais, pour le faire assez régulièrement, hein, vous avez un certain nombre de contraintes au regard de l'emploi public, certes, mais pour autant, il y a peut-être des choses que vous pouvez progressivement amener, apporter. Alors, je vais vous faire voir un peu les extrêmes, hein, comme ça vous donnera suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir l'envisager, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, premier exemple, moi, c'est ce que j'appelle effectivement voilà, les inventifs créatifs. Donc là, vous vous retrouvez par exemple avec un message, hein, qui a été utilisé. Alors c'est marrant parce que les deux sont dans l'agroalimentaire. Tiens, c'est dommage, j'aurais peut-être pu vous sortir deux offres que j'avais travaillées avec deux communes. Ça aurait pu vous donner une illustration de ce qu'on pouvait faire avec les contraintes qui étaient celles de la commune. Oui, tiens, j'y ai pas pensé, je viens d'y penser maintenant. Mais à l'occasion, pourquoi pas le donner à Emmanuel pour qu'elle vous le propose. Donc là, c'est deux entreprises agroalimentaires. Une à gauche que vous connaissez peut-être, hein, et peut-être d'ailleurs que vous avez vu ces messages, hein, c'est Michel et Augustin, spécialisés voilà, biscuiterie au départ, après ils font des yaourts, enfin ils font la gamme c'est un peu élargie. Et systématiquement au début d'annonce, ils mettaient ça. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a une belle-sœur, qui a elle-même un beau-frère et un cousin qui cherche un job? Ça d'ailleurs a été dans leurs actions un peu coup de poing, euh, leur recherche de candidats dans le métro, hein. Ils étaient partis à deux, la RH et puis la chargée de recrutement, avec des QR codes et puis
ils sont allés dans le métro parisien pour pouvoir dire voilà, hein, nous on cherche, on n'arrive pas à recruter, voilà, est-ce que quelqu'un a, etc. Et donc du coup, ce slogan-là, entre guillemets, est resté sur l'introduction de toutes leurs offres. Alors bon, ça a un petit peu changé, ils le font plus, mais voilà, ça a été les prémices. Et puis à droite, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, à droite, c'est une entreprise locale, en tout cas pour ceux qui sont au centre Val-de-Loire, hein, donc c'est l'entreprise Riant, qui est une entreprise qui est basée pas loin de Bourges, dans un village d'ailleurs qui s'appelle Riant. Hein, ça vous donne effectivement la posture et le positionnement de l'entreprise. Donc, fabrication de produits à base de lait, particulièrement d'ailleurs de lait de chèvre. Et ils cherchaient un chef de produit ultra frais, CDD 18 mois, hein, donc à Riant, à côté de Bourges. Autant vous dire que c'était pas gagné. Et ça fait des années qu'on travaille ensemble, offre assez traditionnelle, assez classique. Et puis un jour, le RH me propose cette offre-là qui en fait symboliquement représente voilà une fiche produit. Hein, et comme ils cherchent un chef de produit, donc initialement ils avaient passé l'offre traditionnelle 0 candidat, là 5 candidats, ils avaient un poste, ils ont quand même embauché 2 personnes parce qu'ils avaient 2 super candidats. Et le contrat qu'on avait passé, c'était de dire vous demanderez aux candidats pourquoi ils ont postulé. Et les candidats évidemment que les parents des autres. Donc c'est important le message que créatif, on n'a pas tous la marge de manœuvre pour pouvoir le faire, mais à un moment donné, il faut que je fasse la différence dans toutes les offres noyées à un moment donné au milieu de ce marché de l'offre. C'est comment je fais à un moment donné pour pouvoir me différencier des autres. C'est une vraie question que vous devez vous poser pour pouvoir la mettre en œuvre. Autre exemple très simple, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais typiquement à cet endroit-là, vous voyez, c'est marqué au sein de l'équipe recette, hein, donc c'est une entreprise informatique, au sein de l'équipe recette composée de Dorothée, Marion, Delphine, Mathilde, Marina et Elisabeth, vous êtes en charge de. Et là, on a une liste non exhaustive, mais pour autant assez limitée quand même, de ce que la personne va faire. En fait, là, vous voyez, on personnifie, en fait. Et là, on dit, bah oui, l'équipe recette, on aurait pu s'arrêter à l'équipe recette. Hein. Sauf que là, bah, on va parler de Dorothée, Marion. Et tout d'un coup, on donne une autre connotation. On va dire, ah, derrière l'offre, il y a des gens. Alors ça paraît évident, hein, mais pour autant, c'est pas si évident que ça pour le candidat. En tout cas, une chose est sûre, c'est que grâce à cet artifice-là, entre guillemets, de dire qu'il y a Dorothée, Marion, Delphine et tous les autres derrière, eh ben, je me différencie des autres. Pareil pour l'offre de droite, hein, soyons clairs, vous n'allez jamais passer une offre comme celle-ci. Hein. Elle est très spécifique, c'est une entreprise effectivement du secteur numérique, clairement. Mais dans le choix des messages, vous voyez, trouver une nouvelle famille. Bon, moi, je ne cherche pas un job pour trouver une nouvelle famille. Sauf que c'est leur concept. Parce qu'une offre, c'est à la fois effectivement quelque chose qui attire, mais c'est aussi quelque chose qui repousse. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas tout et n'importe quoi. Je ne veux pas tout et n'importe qui. Je veux des gens qui correspondent à la fois à mon besoin, mais aussi à mes valeurs, pour le coup. Et donc, du coup, si je ne partage pas mes valeurs, et là, pour le coup, cette ESN, c'est ça, parce qu'ils peuvent passer une semaine enfermés tous ensemble sur un gros projet. Donc à un moment donné, oui, quand ils notent trouver une nouvelle famille, symboliquement, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Par contre, moi, je cherche pas de famille, donc ça m'intéresse pas et donc je postulerai pas. Donc il y a ce côté à la fois filtre et aimant que représente effectivement l'annonce. Et c'est ça aussi qu'il faut à un moment donné que je puisse développer dans ma façon de communiquer. Autre élément, mais et les candidats où ils sont aujourd'hui? Eh ben les candidats, ils sont sur les smartphones. C'est-à-dire qu'on a quasiment 90% des candidats, hein, 88 exactement, pour ne pas dire 90, qui regardent les annonces sur les smartphones. Donc ça veut dire, est-ce que moi, par exemple, le site sur lequel je diffuse mes annonces, par exemple, est-ce qu'il est responsive design? C'est-à-dire, est-ce qu'il est adapté à la lecture sur un smartphone? Est-ce que je condense l'information pour pouvoir effectivement avoir une lecture rapide? Et j'en passe et des meilleurs. Et puis pourquoi pas aussi, alors ça après, ça ne tient pas forcément qu'à vous, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'organisations et de structures qui le font, qui utilisent aussi les subtilités du téléphone, avec par exemple de la géolocalisation, avec les opportunités géolocalisées. Donc
que c'est à la fois, je me promène dans la rue et tiens, j'ai une alerte par rapport à ce que j'ai qui me dit dans cette organisation-là ou celle-ci, il y a des postes, enfin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'est aussi à un moment donné utiliser les outils qui sont à ma disposition pour pouvoir mettre en valeur aussi tout ce qui est en lien avec le fait de pouvoir attirer les candidats dans mon organisation. De la même façon, hein, dans l'expérience effectivement candidat, est-ce que je donne l'opportunité, par exemple, de pouvoir partager avec mes collaborateurs? Alors, il peut y avoir des choses confidentielles défense, hein, je l'entends bien, mais par exemple, vous voyez la photo là, eh ben, ce sont les ambassadeurs de Thales. Bon, Thales, c'est quand même pas une entreprise où on fabrique des tricots, hein. Donc on fabrique quand même des choses hyper techniques, mais pas que techniques, hein, puisque c'est aussi confidentiel pour certaines choses. Par contre, eh ben, je mets en place aussi des collaborateurs qui sont prêts à témoigner de leur expérience de collaborateur dans l'entreprise. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Hein, aujourd'hui, les candidats, ce que je dis on, non, c'est les candidats souhaitent avoir une relation privilégiée avec l'organisation, la structure. Alors non pas pour parler de je sais pas quoi, c'est par les métiers, par les jobs, par les vécus, par les quotidiens. Vous voyez. Et c'est quelque chose sur lequel ils sont très sensibles. Alors, on a une question de Jean-Christophe. Effectivement, quels sont les réseaux sociaux les plus adaptés pour toucher les jeunes par rapport aux offres d'emploi? Alors, ça risquerait d'être un débat un peu long et un peu large sur les réseaux sociaux, hein. Pour autant pour autant très clairement, puisque bon, en plus, vous m'avez devancé, hein, puisque c'était bien évidemment l'élément qui suivait, c'est vraiment en fonction de la cible. Et là, vous voyez, quand je disais tout à l'heure, travailler le marketing, enfin en tout cas être un marketeur, bah, c'est, oui, alors on veut toucher qui? Voilà, quelle population on veut toucher, pour quel type de métier, quelle tranche d'âge, pourquoi pas, et cetera. Et là, effectivement, bah, moi, je suis pas un spécialiste des réseaux sociaux. Il y en a qui sont effectivement spécialisés et qui vont vous faire une segmentation marché pour vous dire, voilà, pour toucher cette population-là, il faut effectivement aujourd'hui utiliser ces outils-là. Et ça, si vous avez un service com, logiquement, il devrait pouvoir vous aider à identifier les bons supports. Hein. Très clairement, on parle des jeunes là dans le cas présent. Encore une fois, si c'est les jeunes à bac plus 5, bon, bah, d'un point de vue professionnel, LinkedIn sera bien adapté. Si c'est post-bac, par exemple, LinkedIn, c'est out. Ça sert à rien. Et si c'est infrabac, alors là, autant vous dire que vous avez d'autres réseaux plus dédiés. Alors, certains vous diraient, ça peut être TikTok ou d'autres. Très bien. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste parce qu'il y a d'abord une segmentation marché à faire en fonction de qui je veux toucher. Et aujourd'hui, le qui veut toucher, comme font effectivement un panéliste dans la consommation, pour dire à un moment donné, bah, nous, quand on veut vendre un produit et qu'on veut toucher cette population-là, qui effectivement, vers qui on doit se tourner comme support. Et bien là, c'est exactement la même démarche. Donc, en fonction de la cible que vous voulez toucher, vous allez avoir cette possibilité. Et je pense que si vous avez un service comme, il peut vous aider à les identifier plus facilement. Donc oui, par contre, au niveau des messages, n'oubliez pas, hein, alors évidemment, vous pouvez vous faire aider par la com, etc., mais gardez bien à l'esprit que le message institutionnel com et le message employeur, c'est pas le même. Hein. Et donc, du coup, gardez bien la main sur les messages que vous voulez véhiculer, même si on n'est pas tous des communicants dans l'âme, il n'empêche qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se faire aider, et puis il y a des choses sur lesquelles il faut garder la main pour pouvoir justement faire passer les bons messages en tant qu'employeur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans les messages que vous voulez faire passer, et vous l'aurez compris, ça reste très conceptuel, mais pour autant, c'est une réalité, hein, 4 mots-clés, vous voyez. Alors déjà, si vous voulez effectivement communiquer, raconter une histoire, mais une histoire vraie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'image de ce qu'on peut retrouver, aujourd'hui, voilà, la cohérence, la transparence, la précision, l'authenticité, c'est ce qui fait le nerf de la guerre. Parce que bah, aujourd'hui, je peux, moi, si je veux, trouver toute l'information sur votre organisation et je peux la contrecarrer.
Si jamais vous me dites, voilà, bah, nous, les grandes valeurs, etc., certes, mais en fait, vous apercevez que ces grandes valeurs, au-delà de les partager avec un grand nombre, ça veut dire qu'en fait, au final, qu'est-ce qui vous différencie des autres, hein? L'opportunité, c'est de la concrétiser et concrétiser par quelque chose de réel. Ça peut être un exemple, ça peut être un vécu, on le disait, ça peut être un témoignage. Enfin, à un moment donné, raconter une histoire, mais une histoire vraie. Et quand je dis raconter une histoire, c'est pas anodin. C'est-à-dire que raconter une histoire, c'est vraiment ça. C'est pouvoir pas avoir un message institutionnel. Non, parler de quelque chose de concret, de terrain, qui va à un moment donné, voilà, interpeller vos interlocuteurs. Rien de mieux. Euh, la rencontre avec le vrai, c'est ce que j'appelle moi la rencontre avec le vrai. C'est vraiment ça la dimension qui est importante aujourd'hui et qui sensibilise, hein, plus que voilà, le message du président, le message du directeur général et j'en passe à des meilleurs. Ok, mais c'est hyper institutionnel. Moi, demain, le poste que je vais occuper, le grand patron, je le verrai peut-être une fois dans ma vie, et puis c'est tout. À l'inverse, au quotidien, je vais vivre quoi? Comment ça va se passer? Et quand on parlait des ambassadeurs tout à l'heure, on est vraiment là-dedans. Alors, après, je vous parle un peu outils, forcément. Bon, clairement, la main, pas la main. Est-ce que vous avez une page recruteur? Est-ce que vous avez une page RH, etc. Alors, quand je dis une page recruteur, soyons clairs, hein, je ne vous parle pas effectivement de la page où vous mettez juste vos annonces. Ça ne s'appelle pas une page recruteur. Page recruteur, c'est on raconte effectivement donc des histoires vraies de nouveaux collaborateurs qu'on vient d'intégrer, par exemple. Comment ça se passe chez nous, le process de recrutement, c'est quoi? Enfin, on va donner de la matière, on va donner de la transparence, le process d'intégration, les parcours. Tiens, on a embauché Jean-Michel en 2015. Aujourd'hui, il est responsable de ci, responsable de ça. Alors, doit-on, et si oui, comment faire apparaître les contraintes du poste? L'idée, c'est toujours pareil, hein, Isabelle, l'idée, c'est qu'il y a des contraintes, somme toute. Maintenant, si on parle que des contraintes, ça va être problématique. Donc, vous l'aurez bien compris, je pense que là-dessus, vous avez bien fait le tour. Donc, si la question est de se dire, est-ce qu'on en parle des contraintes? Donnez-vous l'opportunité d'en parler, mais dans un second temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous lancez un recrutement, tiens, on va prendre une image. Quand vous vendez, avec toute proportion gardée, évidemment, hein. Mais quand vous vendez une voiture, vous dites pas tout de suite, effectivement, que alors il y a ça qui fonctionne pas bien, il y a ça qui fonctionne pas bien, ou ah bah tiens, on a eu 15 000 rappels sur ce véhicule-là, etc. Non, vous mettez d'abord en avant les atouts et donnez-vous l'opportunité. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas dire qu'il faut mentir, hein. Simplement, on met d'abord en avant les atouts et quand vous aurez l'opportunité de rencontrer le candidat, seulement à ce moment-là, vous lui évoquerez peut-être des aspects qui sont peut-être un peu moins sympas, mais pour autant qui font partie de la réalité. Donc, ne pas mentir, ça c'est certain, parce que de toute façon, vous vous ferez épingler, hein, tout de suite et très vite. Par contre, dans les premiers contacts que je vais avoir, et en particulier via mon site, via mon offre ou d'autres moyens de communication, clairement, je mets en avant les atouts, hein, que j'ai aujourd'hui. Euh, Sinon, bah, on risque en tout cas de se tirer une balle dans le pied. Et une des difficultés d'ailleurs que les recruteurs rencontrent aujourd'hui, c'est de pouvoir rencontrer les candidats. Hein. Ah bah moi j'ai pas de candidat, j'en rencontre pas. C'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était les candidats qui disaient bah j'arrive pas à rencontrer de structure ou d'organisation ou d'entreprise. Mais donc voilà. Donc mettez en avant qui vous êtes, faites profiter à un moment donné aussi potentiellement de ceux qui sont à l'extérieur, vos futurs candidats, faites-leur profiter de qui vous êtes et comment ça se passe de l'intérieur. Et oui, hein, on sait bien que c'est pas le monde des bisounours, tiens mince, je l'ai redit. Hein, c'est pas le monde parfait. Hein. Autre moyen, bien évidemment, à un moment donné, de montrer qui vous êtes, tous les collectifs, hein, de recrutement en font partie. Hein. Et typiquement, bah, voilà, les salons, alors que ça, les salons de recrutement, les relations écoles, pourquoi pas sur certains salons pro aussi, hein, à un moment donné, alors spécifiques bien évidemment à votre activité, mais clairement, hein, c'est l'opportunité du parler vrai. Allez au-devant. Ne soyez pas qu'un seul récolteur, j'appelle ça comme ça, un seul récolteur de CV. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur, vous avez votre CV, merci, bonne journée, on vous rappellera. Non, profitez, vous avez quelqu'un qui est venu au-devant de vous, qui vous propose sa candidature, même si dans l'absolu il n'est pas intéressant,
Faites-lui vivre une expérience candidat intéressante. Hein, parlez-lui de vous, parce que lui, au final, il est peut-être pas intéressant pour vous, mais il sera peut-être que, comme on le disait tout à l'heure, hein, sa belle-sœur, son beau-frère, ou l'oncle, ou la tante, ou je sais pas qui, pourra être intéressant. Donc, à un moment donné, soyons effectivement concrets, soyons en proximité, et le collectif, effectivement, peut servir à ça. Alors, je me dépêche parce que il nous reste 5 minutes. Alors, autre point important, bien évidemment, vous avez certainement développé de plus en plus, hein, les premiers niveaux de contact avec les candidats, les entretiens pré-téléphoniques, ou peut-être même, vous avez fait de la prospection téléphonique auprès de certains candidats que vous avez repérés dans une base de CV, quelle qu'elle soit, hein. C'est un moment privilégié. Ne pensez pas simplement que c'est un moment de validation. Alors, vous m'avez bien envoyé votre CV, oui, d'accord. Alors, vous avez bien ce diplôme-là, vous avez bien fait ci, vous avez bien conscience que c'est à Montargis, j'en passe, etc. Non, non. Profitez aussi pour bien mettre en valeur le poste, le candidat aussi, hein. Euh, voilà, à un moment donné, c'est aussi valoriser le candidat, au-delà du fait que même si au final vous ne recruterez pas ce candidat-là, il faudra, et d'ailleurs effectivement on va en parler juste après, il faudra aussi lui expliquer peut-être pourquoi on ne le retient pas. Donc ce sont des moments privilégiés, chaque moment où vous serez en contact seront plutôt des moments privilégiés, et ne les utilisez pas que pour des moments effectivement d'évaluation. Profitez pour aussi mettre en valeur votre poste, votre structure, hein, et vos métiers. Le temps d'accueil, à un moment donné, au moment où vous faites cette découverte potentiellement physique ou même peut-être à distance du potentiel candidat, gardez à l'esprit la logique gagnant-gagnant. Voilà. Ne soyez pas le recruteur tout-puissant que vous pouvez être d'ordinaire. Hein. Profitez de ce moment d'échange, hein, pour pouvoir aussi, voilà, mettre du convivial, mettre du lien, et, euh, et pensez toujours, hein, comment moi j'ai été accueilli et qu'est-ce que j'ai pas aimé effectivement dans cette façon d'être accueilli. Et à l'inverse, comment j'ai été accueilli et qu'est-ce que j'ai bien aimé. Et mettez davantage en avant ce que vous avez bien aimé et travaillez effectivement ce qui n'a pas été bien fait pour qu'il soit mieux fait avec les futurs candidats, peut-être futurs collaborateurs. Moment d'intégration, très important. Bah ouais, le moment d'intégration, il est fondamental. Hein. On a sué sang et eau pour pouvoir recruter effectivement cette personne. Et là, on l'accueille pas bien. Majoritairement, effectivement, elles ne sont pas bien accueillies, hein, ces personnes, ces candidats, ces nouveaux collaborateurs. Profitez de ce moment pour bien les accueillir. Anticipez, préparez, faites en sorte que quand elle arrive, ils se disent ouais, ouais, j'ai fait le bon choix. Je suis arrivé dans la bonne structure avec les bons collaborateurs, les bons collègues, le bon manager. Hein. On passe tellement à côté et j'arrive, j'ai pas de PC, j'ai pas d'identifiant, j'ai pas de badge, j'ai pas de place de parking, alors que tout le monde en a. Hein. On m'a pas dit où était la cantoche, j'en passe des meilleurs. Je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Personne n'est là pour m'accueillir, ça c'est le pire que tout. Hein, vous arrivez, puis personne n'est là pour vous accueillir. Oui, bonjour, je suis le petit nouveau. Ouais, bah asseyez-vous là, on va voir qu'est-ce qu'il peut vous recevoir. Oh là là. Bon, pareil sur la partie administrative. Hein, n'hésitez pas à un moment donné à limiter la partie administrative dès le premier jour, peut-être anticiper ou l'étaler dans le temps. Allez, je me dépêche, plus qu'une minute. Hein, le savoir dire non. Hein, les candidats vous remercient. Et en termes d'expérience candidat, c'est quand même plutôt top. Hein, forcément, à un moment donné, d'avoir des candidats qui ne sont pas retenus, mais à qui on expliquera peut-être pourquoi on ne les retient pas. Alors, évidemment, ceux qui ont candidaté sur le papier, qui n'ont pas été reçus en entretien, on va peut-être limiter, même si on leur ferait une réponse. Hein. Sachez que les candidats voilà, exècrent effectivement le fait de ne jamais avoir de réponse, même par écrit. Et puis là, c'est plutôt ceux que vous avez reçus en entretien qui, effectivement, il faut aller. Allez, pour conclure, les 10 points clés, je vous laisse les lire, hein, ce qui nous laissera effectivement, c'est un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit. Et donc, ça, je ne sais pas si Emmanuel vous donnerait effectivement le document à la fin. Oui, je Merci. mettrai le support sur le site de la quinzaine, sur la rubrique espace documentaire. Donc, vous pourrez le retrouver, le télécharger à l'issue là, de la conférence.
Et ben voilà, merci de votre écoute. Malheureusement, peut-être nous n'avons plus le temps de questions. Emmanuel. On va prendre une dernière question, s'il y a. Potentiel? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Y a-t-il Alors, une dernière question? n'hésitez pas à écrire votre question. Ah, Gabriel est en train d'écrire. Donc peut-être avons-nous effectivement une question de Gabriel. En tout cas, un grand merci de votre écoute. Et puis j'espère que ça vous a apporté quelques éléments complémentaires. Hein, ça m'est arrivé effectivement d'intervenir. Merci pour cette présentation. Tout à fait, Gabriel, tout à fait. Hein. Il faut être cohérent. Alors, ne faites pas de fausses promesses. Hein, c'est pareil, hein, parce que souvent j'ai des clients, ils disent ah bah tiens, on va dire ça comme ci, on va dire ça comme ça, etc. Restez vous-même. Hein, alors Être avec vrai. voilà, être vrai. On a bien évidemment des contraintes, hein, et ça personne n'est dupe. Bien évidemment, mais ne faites pas de fausses promesses. Restez bien effectivement qui vous êtes. Par contre, voyez plutôt le verre à moitié plein et présentez effectivement plutôt ce qui est positif, sans pour autant omettre ce qui l'est un peu moins, hein, mais attendez plutôt le moment d'échange pour pouvoir l'argumenter. Et on retrouve bien la dimension aussi commerciale et marketeur, il faut argumenter, expliquer, donner du sens. Merci à vous en Merci tout cas. à tous hein, pour votre écoute et mais un grand merci Yves hein, du coup pour votre intervention sur ce sujet qui était passionnant et qui est essentiel pour l'avenir, donc très important bah, voilà, de s'y attarder. Donc vous avez écouté Anticiper l'avenir en détectant aujourd'hui les nouveaux talents. Et nous vous proposons, nous, d'autres rendez-vous tout au long de cette journée. Donc, l'intelligence collective au service des RH, travailler avec un laboratoire d'innovation publique qui vient de démarrer. Je vous ai mis le lien pour ceux qui souhaitent y accéder directement. Et on aura également 2 webconférences cet après-midi sur rédiger une offre d'emploi attractive et recruter autrement. Donc, voilà, de quoi encore se professionnaliser, élargir la culture RH dans le domaine du recrutement. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces rendez-vous. Et il y a plein d'autres événements tout au long de la quinzaine de l'emploi public, donc jusqu'au 17 mars, simultanément en Centre-Val de Loire et en Nouvelle-Aquitaine. Et notamment, donc nous, en Centre-Val de Loire, on a une webconférence avec l'APEC le 14 mars pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, un focus sur les seniors et les jeunes diplômés, donc qui sont encore des ressources complémentaires sur ces sujets RH. Merci beaucoup Yves, merci beaucoup à tous. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne quinzaine et le support de l'intervention et le replay seront accessibles sur le site. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée, au revoir.